Les vérités des étrangers sur la France sont parfois si brutales, si inattendues, si embarrassantes même, qu'elles obligent les Français à regarder leur propre pays autrement. On croit connaître la France parce qu'on y vit. On croit connaître son pain, ses fromages, ses marchés, ses cafés, ses gares, ses villages, ses repas de famille. On croit que tout cela est normal. Et pourtant, quand 15 pays ont été interrogés sur la culture culinaire qu'ils rêvaient le plus de vivre au moins une fois dans leur vie, le résultat a provoqué un véritable séisme dans le petit monde de la gastronomie internationale. La France est arrivée en tête. Pas seulement pour ses restaurants étoilés. Pas seulement pour Paris, ses terrasses et ses nappes blanches. Pas seulement pour les grands vins de Bourgogne, les macarons de Saint-Germain ou les menus dégustation que certains touristes réservent 6 mois à l'avance. Non. Ce que les étrangers disaient vouloir découvrir, c'était quelque chose de beaucoup plus profond, la table française dans son ensemble. Le marché du dimanche matin. Le boulanger qui connaît le prénom de ses clients. Le plateau de fromage partagé sans cérémonie. Le bistrot de quartier où l'on parle trop fort. Le repas de famille qui commence à midi et se termine quand la lumière baisse derrière les volets. La soupe faite avec les restes. Le poulet rôti du dimanche. Le verre de vin servi sans prétention. Le café avalé debout au comptoir. Selon cette enquête devenue virale, les expériences les plus désirées lors d'un voyage en France étaient les suivantes. Manger dans une vraie boulangerie de quartier, 43,8%. Découvrir un marché alimentaire local, 41,2%. Prendre le TGV pour rejoindre une région gastronomique, 38,5%. Autrement dit, les étrangers ne cherchent plus seulement à photographier la Tour Eiffel. Ils veulent entrer dans ce que beaucoup de Français ont fini par ne plus voir, la culture quotidienne du goût. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Pourquoi la cuisine française, malgré toutes les critiques, malgré les clichés, malgré les accusations d'arrogance, continue-t-elle de captiver le monde entier? Pourquoi des voyageurs venus d'Amérique, d'Asie, d'Europe du Nord ou d'Afrique disent-ils souvent qu'ils ont compris quelque chose de la vie après avoir mangé un simple morceau de pain chaud avec du beurre salé? Pourquoi un bol de soupe à l'oignon, une huître crue ou une tarte aux pommes peuvent-ils bouleverser des personnes qui pensaient ne venir en France que pour cocher une destination sur une liste? Pour chercher la réponse, une journaliste étrangère a décidé de se confronter à ce pays qu'elle évitait depuis des années. Elle s'appelait Clara Weiss. Elle avait 36 ans. Elle était autrichienne, née à Vienne, et travaillait pour l'un des magazines culinaires les plus respectés d'Europe centrale. Depuis plus de 10 ans, Clara avait parcouru l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Maroc, la Turquie, le Mexique, le Pérou et le Japon. Elle avait mangé dans des villages de montagne, dans des familles pauvres, dans des hôtels de luxe, sur des marchés brûlants, dans des ports balayés par le vent. Elle savait parler avec les chefs, avec les pêcheurs, avec les mères de famille, avec les boulangers et les paysans. Pour elle, la cuisine n'était pas un divertissement. C'était une manière de lire les peuples. Mais il y avait un pays qu'elle repoussait toujours. La France. Et la raison était presque ridicule, mais profondément humaine. Clara avait peur des huîtres crues, du steak tartare et des fromages puissants. Cette peur remontait à son enfance. À 10 ans, pendant des vacances avec ses parents sur la côte atlantique, elle avait été forcée de goûter une huître. Son père, voulant lui offrir une expérience authentique, avait insisté. La coquille froide, l'odeur iodée, la texture vivante, ce goût de mer qui semblait encore respirer, tout cela avait provoqué chez elle un dégoût immédiat. Quelques heures plus tard, elle était tombée malade. Les médecins avaient parlé d'une simple indigestion, peut-être liée à la chaleur, mais dans son esprit d'enfant, une phrase s'était gravée comme une loi. Ce qui est cru est dangereux. Ce qui sent fort est suspect. Ce qui n'est pas cuit ne doit pas entrer dans mon corps. Depuis, Clara avait construit toute sa vie culinaire autour de la chaleur. À Vienne, elle aimait les ragoûts, les soupes épaisses, les viandes mijotées, les pommes de terre dorées, les gâteaux sortis du four, les sauces qui fument. Pour elle, la chaleur d'un plat était presque synonyme d'amour. Sa mère disait toujours, un plat chaud remet le cœur à sa place. Clara avait grandi avec cette idée. Les aliments froids lui semblaient distants. Les aliments crus lui semblaient presque hostiles. Alors quand son rédacteur en chef, Markus Felt, posa sur son bureau un dossier intitulé La France, destination gastronomique la plus désirée du monde, elle sut immédiatement ce qu'il allait lui demander. Markus était un homme sérieux, 58 ans, lunettes fines, voix calme, mais regard impitoyable lorsqu'il flairait une grande histoire. Il montra les chiffres du sondage, puis fixa Clara. Tu as écrit sur presque toutes les cultures culinaires européennes. Mais tu évites la France depuis trop longtemps. Clara croisa les bras. Je n'évite pas la France. Je choisis mes sujets. Marcus eut un petit rire. Non, tu l'évites. Et justement, c'est pour cela que tu dois y aller. Elle voulut protester, mais il continua. Les lecteurs ne veulent plus seulement des articles parfaits. Ils veulent voir quelqu'un changer. Ils veulent une journaliste qui arrive avec une peur, un préjugé, une résistance, et qui accepte de se laisser bousculer. Tu as peur des huîtres, des fromages. Du cru. Parfait. La France est le meilleur endroit pour raconter cette peur. Clara regarda par la fenêtre.
Vienne était grise ce jour-là. Les façades anciennes semblaient porter le poids de l'hiver. Elle savait que Marcus avait raison. Une journaliste culinaire qui évite une partie essentielle de la culture française n'est pas seulement prudente. Elle est incomplète. Quand? Demanda-t-elle enfin. Le mois prochain. Paris, Rungis, Lyon, la Bretagne, la Bourgogne, puis retour à Paris. Tu vas voir la France par sa table. Pas la France des cartes postales. La France réelle. À cet instant, Clara sentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas encore du courage. C'était plus fragile. Une porte qui s'entr'ouvre. Son voyage commença à l'aéroport Charles de Gaulle, un matin d'automne. Clara s'attendait au chaos. Longue file, annonce incompréhensible, voyageurs pressés, soupirs collectifs. Et oui, il y avait du monde. Beaucoup de monde. Mais ce qui la frappa d'abord, ce fut une sorte d'organisation étrange, presque théâtrale. Les gens râlaient, bien sûr. Les Français râlent, c'est presque une ponctuation nationale. Mais dans ce râlement, elle perçut quelque chose d'étonnant. Personne ne semblait vraiment paniquer. Chacun avançait avec cette impatience particulière qui dit à la fois tout va mal et nous avons l'habitude. Dans le taxi vers Paris, le chauffeur, un homme d'origine algérienne appelé Karim, lui demanda pourquoi elle venait en France. Pour écrire sur votre cuisine, répondit-elle. Il éclata de rire. Alors vous n'allez pas dormir beaucoup. Ici, on parle de nourriture même quand on n'a pas faim. Cette phrase, Clara la nota immédiatement. Elle lui sembla plus vraie que toutes les brochures touristiques. Arrivée près de la gare de Lyon, elle posa sa valise dans un petit hôtel et ressortit aussitôt. Elle avait faim. Pas une faim noble, pas une faim de critique gastronomique. Une faim de voyageuse fatiguée. Au coin d'une rue, elle vit une boulangerie. Rien d'extraordinaire en apparence. Une devanture verte, quelques clients, une cloche qui sonnait à chaque entrée. Mais l'odeur la cloua presque sur place. Beurre chaud, farine, croûte de pain, sucré caramélise. C'était une odeur qui ne demandait pas la permission. Elle entrait directement dans la mémoire. La boulangère, une femme aux cheveux attachés, lui demanda ce qu'elle voulait. Clara hésita, puis choisit un croissant et un petit pain aux noix. Elle mordit dans le croissant sur le trottoir, sans attendre. Les feuilles de pâte se brisèrent sous ses dents avec une légèreté presque insolente. Le beurre n'était pas lourd. Il était présent, rond, profond, mais d'une précision incroyable. Clara ferma les yeux. Elle avait mangé des viennoiseries dans de nombreux pays. Mais là, quelque chose était différent. Ce n'était pas seulement bon. C'était exact. Comme si quelqu'un avait consacré sa vie à comprendre le moment précis où le beurre, la farine et le feu cessent d'être des ingrédients pour devenir une émotion. Elle écrivit dans son carnet, « Premier choc français, le quotidien peut être d'une exigence folle. » Et c'est une chose que beaucoup de Français devraient entendre. Ce que vous appelez acheter un croissant, certains étrangers le vivent comme une cérémonie. Ce que vous considérez comme banal peut devenir, pour quelqu'un qui arrive de loin, une preuve que la beauté peut survivre dans les gestes ordinaires. Le lendemain, Clara se rendit à Rungis avant l'aube. On lui avait dit que pour comprendre la nourriture française, il fallait voir son ventre caché, ce gigantesque marché où circulent viande, poissons, légumes, fromages, fleurs et produits venus de toutes les régions. Elle s'attendait à un lieu froid, industriel, impersonnel. Elle découvrit autre chose, une ville dans la ville, brutale, vivante, organisée, presque sacrée. Dans le pavillon de la marée, les poissons étaient alignés avec une précision stupéfiante. Bars, sols, turbots, coquilles Saint-Jacques, langoustines, homeids, huîtres. Clara sentit son estomac se contracter en voyant les bourriches d'huîtres. Elles étaient là, silencieuses, fermées comme des secrets. Son vieux souvenir d'enfance remonta d'un coup. Un marailleur breton, Jean Le Goff, remarqua son malaise. Première fois à Rungis. Oui. Et les huîtres vous font peur. Clara fut surprise. Il avait deviné trop vite. Un peu. Il sourit, non pas avec moquerie, mais avec douceur. Alors il ne faut pas commencer par la peur. Il faut commencer par comprendre. Il lui expliqua les bassins, les marées, le travail des ostréiculteurs, les années nécessaires pour élever une huître, les gestes de tri, la patience, la météo, les tempêtes, les pertes. Plus il parlait, moins Clara voyait un aliment étrange. Elle voyait des mains, des côtes battues par le vent, des familles qui travaillent tôt, des hommes et des femmes qui dépendent de l'eau, du sel et du temps. Puis Jean ouvrit une huître. Le geste était net, simple, presque humble. Il la lui tendit. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous goûtez, ne pensez pas à quelque chose de cru. Pensez à la mer. Clara regarda la coquille. Sa gorge se serra. Pendant une seconde, elle redevint l'enfant de 10 ans. Puis elle pensa à Marcus. À son métier. À tous ces gens qu'elle avait jugés sans les connaître. Elle porta l'huître à ses lèvres. Le goût fut violent, mais pas comme elle l'imaginait. Ce n'était pas une agression. C'était une vague. Le sel, le froid,
l'iode, une douceur presque cachée, puis une sensation de paysage. Elle ne pouvait pas dire qu'elle aimait immédiatement. Mais elle ne détestait pas. Surtout, elle comprit quelque chose, elle n'avait pas mangé une chose froide. Elle avait reçu un morceau de côte française, un fragment d'océan, le travail d'un inconnu. Bien la regarda. Alors. Clara respira profondement. Je crois que j'ai eu peur d'un pays entier à cause d'un seul souvenir. Cette phrase aurait dû devenir le titre de son reportage. Car combien d'étrangers arrivent en France avec une peur, un cliché, une mauvaise expérience, une idée toute faite? Ils croient que les Français sont froids, arrogants, fermés. Puis un boulanger leur sourit, un serveur leur conseille un plat, une grand-mère leur explique une recette, un voisin leur offre un verre, et tout se fissure. Le soir même, Clara entra dans un bouillon parisien. La salle était pleine, bruyante, presque chaotique. Les serveurs se faufilaient entre les tables avec une rapidité impressionnante. Les conversations se croisaient. Les verres tintaient. Les menus semblaient sortis d'une autre époque. Mayonnaise, poireaux vinaigrette, bœuf bourguignon, blanquette, profiterole. Clara fut placée à côté d'un couple de Québécois et d'un retraité parisien qui mangeait seul. Le retraité s'appelait Henri. Il avait 79 ans, une veste usée, une voix rauque et des yeux malicieux. Quand il apprit qu'elle écrivait sur la cuisine française, il secoua la tête. Les étrangers veulent comprendre la France? Qu'ils arrêtent de regarder seulement les grands restaurants. La France, c'est ça. Il montra son assiette de poireaux vinaigrette. Un légume pauvre, une sauce simple, et pourtant, si c'est bien fait, c'est magnifique. Clara goûta. Henri avait raison. C'était d'une simplicité désarmante. Rien ne criait. Rien ne cherchait à impressionner. Mais l'équilibre entre l'acidité, l'huile, la douceur du poireau et le sel était d'une intelligence profonde. Puis arriva le bœuf bourguignon. Là, Clara retrouva son monde. La chaleur, la sauce, la viande fondante, le vin, la lenteur. Mais ce plat français lui parla autrement que les ragoûts de Vienne. Il avait quelque chose de plus terrien, de plus sombre, presque de plus historique. Comme si la Bourgogne entière avait mijoté dans la cocotte. Henri leva son verre. Vous voyez, mademoiselle, chez nous, manger, ce n'est pas seulement manger. C'est discuter, contredire, se souvenir, critiquer le gouvernement, parler du voisin, défendre sa grand-mère et finir par commander un dessert. Clara rit. Et elle nota, la table française n'est pas silencieuse. Elle pense à voix haute. Quelques jours plus tard, elle prit le TGV pour Lyon. Ce trajet fut une révélation à lui seul. À la gare, elle observa les voyageurs acheter des sandwichs, des salades, des cafés, des petits paquets de biscuits. Dans le train, une famille ouvrit un sac rempli de choses préparées à la maison. Quiche, fromage, pommes, morceaux de baguette. Ce n'était pas un pique-nique luxueux. Mais même à 300 km à l'heure, les Français semblaient refuser de traiter le repas comme une simple nécessité biologique. À Lyon, Clara rencontra une chef de bouchon appelée Mireille Dubois. Mireille avait 62 ans, des bras solides, une autorité naturelle, et cette manière très française de vous gronder pour votre bien. Vous avez peur des fromages forts? Très bien. On va commencer doucement, mais on ne va pas mentir à votre palais. Elle lui servit une salade lyonnaise, puis des quenelles, puis un petit morceau de Saint-Marcelin. Clara hésita devant le fromage. L'odeur était présente, presque provocante. Mireille la fixa. Ne sentez pas seulement avec votre nez. Pensez au lait, aux caves, au temps. Encore une fois, Clara fut frappée par ce mot, le temps. En France, la nourriture semblait être une façon d'organiser le temps. Le pain lève. Le vin vieillit. Le fromage s'affine. La sauce est réduite. Le repas s'étire. Rien d'important ne semble vouloir aller trop vite. Elle goûta le fromage. Sa première réaction fut la surprise. Oui, l'odeur était puissante. Mais le goût était plus doux, plus complexe, plus humain qu'elle ne l'avait imaginé. Elle pensa à toutes ces fois où elle avait jugé un aliment avant de l'écouter vraiment. Mireille sourit. Vous voyez, les choses fortes ne sont pas forcément brutales. Parfois, elles sont fortes parce qu'elles ont vécu. Cette phrase resta longtemps dans l'esprit de Clara. De Lyon, elle partit ensuite vers la Bretagne. Là, le paysage changea. Le ciel était plus bas, le vent plus franc, la mer plus sombre. Dans un petit village près de Cancale, elle rencontra une famille d'ostréiculteurs. Le père, la mère et leur fille travaillaient ensemble. Leurs mains étaient marquées, leurs visages rougis par l'air salé. Ils ne parlaient pas de gastronomie avec de grands mots. Ils parlaient des marées, des poches à retourner, des hivers difficiles, des touristes qui ne comprennent pas toujours le prix réel d'une huître. La fille, Manon, avait 27 ans. Elle dit à Clara. Les gens pensent qu'une huître, c'est juste un truc chic qu'on mange à Noël. Mais avant d'arriver sur la table, il y a des années de travail. La mère donne, mais elle reprend aussi. Cette phrase fit écho à tout ce que Clara découvrait depuis son arrivée. La cuisine française n'était pas seulement l'art de faire bon. C'était l'art de relier le goût à un lieu, un métier,
à une saison, à une mémoire. Et c'est peut-être cela qui bouleverse les étrangers. Ils arrivent pour manger. Ils repartent avec une leçon sur la patience. Un soir, dans une petite crêperie, Clara goûta une galette de sarrasin au beurre salé, œufs et champignons. Rien de spectaculaire. Pas de dressage extravagant. Pas de luxe. Pourtant, elle eut les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'elle commençait à comprendre que la grandeur de la France ne se trouve pas seulement dans Versailles, dans les musées ou dans les palaces. Elle se trouve aussi dans cette manière obstinée de défendre le goût simple. Et soyons honnêtes, les Français se plaignent souvent de leur pays. Ils se plaignent des prix, des services, des trains, de l'administration, des taxes, des voisins, des touristes, parfois même du pain qui n'est plus comme avant. Mais vu de l'extérieur, quelque chose résiste encore. Une exigence invisible. Une forme de respect pour ce qui se mange, pour ce qui se partage, pour ce qui se transmet. Le dernier grand choc de Clara eut lieu en Bourgogne. Elle fut invitée chez une famille de vignerons, les Martins. Le dîner n'était pas luxueux, jambon persillé, œufs en meurette, poulet à la moutarde, fromage, tarte aux poires. Mais chaque plat venait avec une histoire. Le grand-père parlait de la vigne. La mère parlait des recettes de sa propre mère. Le fils parlait des difficultés à continuer le métier. Les enfants mettaient la table en râlant, puis finissaient par écouter. Au milieu du repas, Clara posa une question simple. Pourquoi est-ce si important pour vous de manger ensemble? Un silence tomba. Puis la grand-mère répondit. Parce que si on ne mange plus ensemble, on ne sait plus qui on est. Clara sentit que cette phrase résumait tout. La France que les étrangers admirent n'est pas une France parfaite. Elle n'existe pas, cette France parfaite. Les serveurs peuvent être brusques. Les gares peuvent être fatigantes. Les prix peuvent être absurdes. Les débats peuvent devenir insupportables. Les Français peuvent donner l'impression de juger tout le monde, y compris eux-mêmes. Mais derrière cette surface parfois difficile, il y a une vérité que beaucoup de visiteurs ressentent puissamment. La France continue de croire que manger ensemble a un sens. Au retour à Paris, Clara s'assit seule dans un café. Devant elle, un simple café crème et une tartine beurrée. Elle relut ses premières notes. Je ne mangerai probablement pas d'huîtres. Elle sourit. Puis elle écrivit en dessous. Manger, c'est accepter d'être transformé par un lieu. Avant de quitter la France, elle retourna dans une boulangerie. Elle acheta une baguette encore tiède. Le boulanger lui dit simplement. Bonne journée, madame. Rien de grandiose. Rien de spectaculaire. Mais Clara entendit dans cette phrase quelque chose qu'elle n'aurait pas entendu 2 semaines plus tôt. Elle entendit un geste. Une continuité. Une petite politesse du quotidien qui, ajoutée à toutes les autres, forme une culture. Dans l'avion vers Vienne, elle regarda la France disparaître sous les nuages. Elle pensa aux huîtres de Rungis, aux croissants de Paris, au bouillon bruyant, au fromage de Lyon, à la galette bretonne, au dîner bourguignon. Mais surtout, elle pensa au visage. Jean le Mareyeur. Henri le retraité. Mireille la Cheffe. Manon l'ostréicultrice. La grand-mère bourguignonne. Tous avaient parlé de nourriture, mais en réalité, ils avaient parlé de vie. De retour à Vienne, Clara invita ses amis chez elle. Sur la table, elle posa une soupe à l'oignon, une petite salade de lentilles, une quiche, du pain, du fromage et une tarte rustique aux pommes. Ce n'était pas parfait. Elle le savait. Une Française aurait probablement trouvé 1000 défauts. Mais Clara avait cuisiné avec une attention nouvelle. Elle ne voulait pas imiter la France comme on copie une carte postale. Elle voulait transmettre ce qu'elle avait compris. Ses amis goûtèrent. L'un d'eux dit. C'est étrange. Ce repas donne envie de parler. Clara éclata de rire. Oui, c'était exactement cela. Son reportage fut publié 1 mois plus tard sous le titre. Moi qui avais peur de la cuisine française, j'ai découvert le goût de la vie. L'article provoqua une vague de réactions. Des lecteurs italiens écrivirent qu'ils avaient toujours cru la France arrogante, mais qu'ils comprenaient mieux désormais sa fierté culinaire. Des Canadiens racontèrent leur premier choc devant de vraies baguettes. Des Japonais parlèrent de la précision française. Des Américains avouèrent avoir été bouleversés par les marchés de province. Des Marocains dirent que la table française leur rappelait, d'une autre manière, l'importance familiale du repas. Des Français eux-mêmes laissèrent des commentaires inattendus. Je ne regarde plus mon marché de la même façon. Je croyais que tout cela était normal. Merci de nous rappeler ce que nous sommes en train d'oublier. Et c'est peut-être là le point le plus important. La France fascine les étrangers non parce qu'elle serait supérieure, non parce qu'elle serait parfaite, non parce que tout y serait raffiné du matin au soir. Ce serait faux, et les Français seraient les premiers à se moquer d'une telle idée. La France fascine parce qu'elle a transformé le repas en langage. Le pain dit quelque chose. Le fromage dit quelque chose. Le vin dit quelque chose. Le marché dit quelque chose. Même un serveur pressé, même une nappe en papier, même un café pris trop vite au comptoir raconte une manière d'habiter le monde. Dans son dernier paragraphe, Clara écrivit ceci. Je croyais venir en France pour affronter des aliments qui me faisaient peur. Les huîtres, les fromages,
les plats crus, les odeurs fortes. Mais ce que j'ai découvert dépasse la question du goût. La cuisine française est une école de l'attention. Elle apprend à regarder le temps, les saisons, les gestes, les métiers, les conversations. Elle rappelle que manger n'est jamais seulement remplir son corps. C'est recevoir un morceau de territoire, un morceau d'histoire. Un morceau de quelqu'un. Voilà pourquoi tant d'étrangers sont bouleversés par la France. Ils arrivent avec des clichés. Ils repartent avec une mémoire. Aujourd'hui encore, Clara garde chez elle une planche à pain achetée à Paris et un petit couteau à huîtres offert par Jean. Elle ne mange pas des huîtres tous les jours. Elle ne prétend pas être devenue française. Mais elle n'a plus peur. Ce qui l'effrayait autrefois est devenu une porte. Et quand elle prépare un repas, même simple, elle pense à cette phrase de la grand-mère bourguignonne. Si on ne mange plus ensemble, on ne sait plus qui on est. Alors, à vous qui vivez en France, posez-vous cette question. Combien de trésors considérez-vous comme ordinaires simplement parce que vous les voyez tous les jours? Combien d'étrangers doivent venir de l'autre bout du monde pour vous rappeler que votre boulangerie, votre marché, votre bistrot, votre table familiale, votre morceau de fromage et votre café du matin sont peut-être des choses que d'autres rêvent de vivre une fois dans leur vie? La France n'est pas seulement un pays que l'on visite. C'est un pays que l'on goûte. Et parfois, une seule bouchée suffit à faire tomber des années de peur, de préjugés et de distance. Clara Weiss, la femme qui tremblait devant une huître, sourit désormais chaque fois qu'elle entend quelqu'un dire que la cuisine française n'est qu'une affaire de luxe et d'arrogance. Elle sait que ce n'est pas vrai. Elle sait que le vrai cœur de la France n'est pas seulement dans les restaurants étoilés. Il est dans les mains farinées du boulanger, dans le tablier taché de la cuisinière, dans le couteau du fromager, dans la voix du maraîcher, dans la patience du vigneron, dans le rire d'une table trop bruyante. Et c'est précisément cela que le monde entier ressent, même lorsqu'il ne sait pas encore le formuler. La France, à travers sa nourriture, ne dit pas seulement « Regardez comme nous savons cuisiner ». Elle dit quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus humain. Asseyez-vous. Goûtez. Parlez. Restez encore un peu. Et peut-être que, dans un monde où tout va trop vite, cette invitation est devenue l'un des luxes les plus bouleversants qui soient.